Bonjour YouTube, ici Largo pour une petite vidéo sur Arkham Adventure TV, une petite vidéo hors série comme vous pouvez le voir au décor qui s'affiche devant vous. Hors série par le sujet et hors série parce qu'aujourd'hui j'ai un brillant invité, n'ayons pas peur des mots, Philcast de la chaîne Philcast que vous, a priori vous devez connaître. Hein. Bonjour Phil, comment ça va? Eh ben écoute, ça va très bien, merci pour l'invitation, toi après toi ce soir, ça va être très sympa. Moi aussi, j'espère. Alors pour information, on a déjà fait un petit début de vidéo et puis bah, le boulet qui est à l'enregistrement, c'est à moi-même, a obligé de cliquer sur enregistrer. Donc c'est la deuxième fois que je te dis bonjour, Phil, j'espère que ça te dérange pas. Hein. Alors ta chaîne, Phil, dont je mettrai le lien en dessous de la vidéo, c'est une chaîne que j'apprécie particulièrement parce qu'on y parle de sujets qu'on ne trouve pas ailleurs, notamment des sujets débats autour du jeu de société. Ouais. Oui, c'est le thème que j'ai voulu aborder. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des parties, des explications de règles, etc. Mais c'est vrai que j'aime bien parler de l'univers qu'il y a autour du jeu de société. Avec mon œil à moi, c'est un œil de commercial. Donc forcément, on va parler le KS, voilà. Est-ce que c'est une bonne affaire, pas une bonne affaire? Est-ce qu'il y a de l'arnaque, pas de l'arnaque, etc. On va parler de marge, on va parler de tout ce qu'il y a autour du jeu de société. Tout à fait. Et puis t'aimes bien titiller un petit peu, hein, c'est bien ça. Ouais, j'aime bien avoir un certain franc-parler, quoi. C'est vrai que si je m'adresse à des gens, on est dans une petite niche, donc quitte à être dans une petite niche, autant dire la vérité, ou du moins ce qu'on pense. Voilà, c'est pas pour servir le couvert ni aux éditeurs, ni aux acheteurs, ni aux distributeurs, c'est essayer d'avoir une certaine vue sur l'univers du jeu de société. C'est pas forcément la sainte parole, hein, c'est que mon avis à chaque fois. Donc, je peux aussi dire des bêtises des fois. Ça nous arrive à tous, surtout quand on est en direct et puis bah, qu'on parle, voilà, comme là, un petit peu librement, ça peut arriver. Est-ce que parfois, sur certains sujets, tu as eu des commentaires un petit peu désagréables ou un peu de troll? Oh, en fait, hein, je crois que je vais avoir un troll qui me suit depuis le début et qui m'envoie des tacles régulièrement, mais sinon, ça reste très. Mais tu l'as pas banni? Tu l'as pas banni, ce troll? Bah, je supprime ses messages à chaque fois, donc je pense qu'il va s'essouffler au bout d'un moment. Donc, Ah mais tu sais, un troll est très solide. Hein. Mais en plus, je le connais très très bien, ce troll. Je le connais très bien dans ma vie, dans ma vraie vie. Je sais qui c'est. Ah d'accord. Ah bah, alors c'est même pas un troll anonyme. C'est même quelqu'un qui est dans la vie de tous les jours et très gentil, mais qui est sur Internet, il doit avoir un aspect Mr. Jekyll et Mr. Hyde. Là, il a une double face. Sur Internet, il a un double visage. Alors, s'il nous écoute, on le salue, hein, bien sûr. Bien sûr. Alors moi j'ai le ban facile, hein, je suis désolé, mais alors depuis la vidéo Pigeon Kickstarter, ça va super vite chez moi. Hein. Alors, Phil, je t'ai invité pour débattre de quelques sujets consensuels que je trouve qu'on ne voit pas assez sur YouTube. Hein, on voit beaucoup de vidéos un peu lisses et je me suis dit que tu serais un très bon interlocuteur pour m'expliquer certaines choses que je ne comprends plus parce que je dois être trop vieux, c'est clair et net, et je compte sur toi pour me briefer. Alors, le premier sujet dont je voulais aborder avec toi, voici comment je l'ai intitulé, Star Wars Unlimited, l'arnaque en booster. Voilà. Alors, l'arnaque en booster. Alors, déjà, je sens la levée de bouclier, je dis... Attention, il n'est pas question de pointer du doigt tel ou tel comportement de consommation. C'est juste un débat pour s'interroger sur votre façon de consommer, sur la nôtre, enfin sur tout le monde. Hein. C'est pas du tout on consomme le jeu comme on veut. Mais quand même, ça ne nous empêche pas de rechercher quelques explications à certains comportement. Donc Star Wars Unlimited, tu le sais, c'est la dernière sortie incroyable. Donc on va afficher là notre ami Maxildan. Voilà, c'est sur tous les écrans, de tous les côtés. Et je ne comprends pas, Phil, tu vas m'expliquer pourquoi des gens achètent des boosters sachant que ils vont retrouver exactement les mêmes cartes dans un booster. Donc pour moi, pourquoi ils vont volontairement se faire arnaquer une fois supplémentaire? Je pense que ça nous vient de l'époque Panini. Hein. On a collectionné les images de foot, toi, moi, peut-être Oui. Certains autres aussi. Et puis pour la nouvelle génération, ça vient du fait qu'ils ont entendu parler de Magic. Alors ils l'ont peut-être pas vécu au début de Magic et ils sont nostalgiques de ça, de se dire
Ah, mais moi aussi, j'aurais bien voulu ouvrir un booster avec le Black Lotus. Et là, ils se disent la même chose avec j'aurais bien voulu ouvrir un booster avec Luke Skywalker, Fall, Dark Vador et compagnie. Donc c'est l'aspect collectionneur et l'aspect que j'aime le moins dans les jeux de cartes. C'est-à-dire que depuis qu'on a eu les TCG avec toutes les cartes à chaque fois, c'est-à-dire que ça soit le Seigneur des Anneaux, que ça soit Marvel et que ça soit surtout Arkham, pour nous deux, en l'occurrence d'ailleurs, puisqu'on a sûrement toute la collection. Là, on sait ce qu'on a à chaque fois qu'on achète une boîte. Alors oui, c'est cher, faut pas se mentir, hein, c'est toujours des boîtes pleines de vide, mais dans cet aspect boîte et le prix, il y a l'aspect créatif Alors, du jeu. je ne t'entends plus. Est-ce que tu m'entends toujours? Oui, impeccable. Une petite coupure. Tu nous disais, excuse-moi. Je Oui, sais pas alors si je disais, il y a l'aspect où on a d'un côté les TCG, où on sait ce qu'on achète, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a une boîte et on sait les cartes qu'il y a à l'intérieur. Et il y a l'aspect collectionneur, il y a l'aspect j'ai envie d'avoir toutes les cartes, mais pour avoir toutes les cartes, il faut que j'achète un maximum de boosters, faire des collections, faire des échanges, etc. Moi, je croyais que cette époque-là était révolue. Mais moi aussi. Mais ils sont en train de le relancer. Alors, est-ce que ça marche ou pas? Il faut toujours que le jeu soit bon pour que ça marche. Parce qu'il ne suffit pas de faire un jeu à collection. Si le jeu n'est pas bon, on verra bien. Là, pour le moment, on en a 3 qui sortent coup à coup. On a le Disney, l'Orcana. On va en parler. Voilà, on a celui-là. Et on a Altered qui va bientôt arriver prochainement, qui est un peu sur le même principe de cartes à collectionner. Moi, je me rappelle de mon époque où j'ai encore, je pense, je sais pas, 6 boîtes à chaussures de cartes communes de Magic qui n'ont jamais été jouées, qui ne sont jamais sorties de leur boîte à chaussures. Et je me dis, j'ai quand même dépensé un max de blé quand même là-dedans. Et alors, est-ce que je le regrette ou pas? Je le regrette pas parce que j'ai eu les cartes depuis le début, moi, sur Magic. Donc j'ai effectivement les cartes qui valent bien cher. Mais je dois dire que si c'était à recommencer, je ne le referais pas, en tous les cas. Alors, j'ai un petit problème d'image quand même. Hop, est-ce que tu vois que mon affiche Donjon Twister se trouve malheureusement dessus, sur le dessus. Donc, c'est pas bon. Et voilà. Hop, là c'est bon. Ouais, là c'est bon. Désolé pour les petits problèmes techniques. Phil, tu le sais, je suis un petit peu rouillé. J'ai pas fait de vidéo depuis pas mal de temps. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun. Bon, je voudrais avoir un car régie avec 50 personnes comme Maxildan, mais bon, c'est pas possible. Hein. Alors donc, les personnes achètent des boosters sur Star Wars Unlimited, sachant qu'ils vont avoir 8 cartes et qu'ils rachètent la même chose et ils y vont, je dirais, comme ça, les deux mains, ils plongent dedans avec délectation. Donc ça me dépasse un peu. Parce que moi, j'aimerais bien y jouer à Star Wars Unlimited. J'ai trouvé ça sympa. J'ai regardé les règles. J'aime bien l'univers Star Wars. Mais j'ai pas envie de devoir racheter des boosters en permanence pour avoir la carte qui me manque. Je voudrais que ça soit un modèle comme Horror Arkham JCE. Alors, on est tous les deux à prendre le risque de rater une vague. Voilà, peut-être qu'on est en train de rater le jeu de l'année et que plus tard, nous-mêmes, on va chercher des cartes très rares pour s'y mettre, etc. Donc c'est toujours pareil. Non, c'est pas possible. Non, mais j'ai passé l'âge. Non, j'ai passé l'âge de racheter des trucs que j'ai déjà. C'est pas possible. Alors j'ai joué à Magic quand j'avais 18-20 ans. C'est pareil, mais comme tout le monde, à 22 ans, on revend toutes ces cartes Magic parce qu'on s'aperçoit que ça prend une place inimaginable et puis qu'on a 30 fois ou 40 fois les mêmes. Et puis on passe ça à l'ado qui a 15 ans puis qui va s'y mettre aussi pendant 5 ans. Mais passer les 25 ans, pour moi, bon. Écoute, alors... c'est avec Magic, c'est le fait de racheter tout le temps des nouvelles cartes et puis de s'apercevoir que sur... une campagne complète de Magic qui doit avoir, je sais pas, on va dire 200 cartes peut-être. Il y en a quoi? 10 suivant les séries. Il y en a peut-être maximum 10 qui vont être jouées à haut niveau et en tournoi. C'est-à-dire que sur 200 cartes, il n'y en a que 10 où tu vas vraiment jouer avec. Quand tu as une certaine maturité, un certain âge, au bout d'un moment, tu te dis, non, c'est pas possible, quoi, en fait. Avoir 190 cartes qui vont rester dans la boîte à chaussures à côté, c'est pas possible, quoi. Donc là, ils s'en aperçoivent pas parce qu'ils sont au tout début de la vague. Donc là, pour eux, tout est nouveau, tout est beau. Hein. Oui. C'est comme pour l'Orcana,
tout est beau, tout est nouveau. Alors, il y a eu Keyforge à un moment, ça a un peu passé. Voilà. Keyforge a duré 2 ans, hein, même pas plus. 2 ans ou Tout à 3 ans fait. maximum. Et puis là, c'est passé dans les tréfonds. Bon, alors écoutez, hein, si vous jouez à Star Wars Unlimited, je vous le dis, je vous aime quand même, qu'on Oui. soit clair, mais on trouve ça bizarre, quoi, de racheter des boosters. Puis je vois des gars là couvrent des boosters en ligne, un peu comme une drogue. Parfois, je Oui, trouve mais là, c'est complètement ça, hein. C'est ils complètement ça. déblistent. Bon, ok, chacun sa drogue, y a vraiment pas de souci. Alors, Mais le j'ai deuxième. même vu des gens ouvrir des boosters avec des gants. Et ils prenaient toutes les précautions du monde pour ouvrir les boosters, etc. Enfin, j'ai vu des trucs enfin, pour moi, c'est des trucs de fou, hein. Mais bon. Tout à fait. Alors, le deuxième sujet est encore en rapport, Phil, avec ce sujet, puisque c'est encore un jeu de cartes à collectionner. Donc, le deuxième sujet s'appelle, donc, l'Orcana. Est-ce pour les moins de 10 ans? Devez-vous consulter un psy si vous vous y intéressez? Parce que je m'explique, Phil. Écoute, je ne comprends pas pourquoi, donc en dehors du côté booster, mais pourquoi on s'intéresse à l'univers Disney en cartes. Je ne comprends pas le plaisir qu'on peut avoir à jouer une fée Clochette ou un Peter Pan ou n'importe quel autre héros Disney. Je trouve ça quand même un petit peu enfantin, si tu veux. Donc ça me dépasse aussi. Puis quand je crois que j'en ai parlé très brièvement avec toi, tu m'as dit, ouais, mais l'univers Disney intéresse tout le monde, sans âge. Est-ce que c'est ton cas, Phil? Alors moi, il m'intéresse pas, mais je peux comprendre que c'est au niveau de la clientèle à toucher, ça touche beaucoup plus de monde. Là, en Ça, c'est l'occurrence, sûr. les images que tu fais voir, c'est une jeune femme qui parle Oui, de l'Orcana. oui. On peut ne pas être misogyne sans dire que ça vise aussi la clientèle féminine. Ouais, c'est pour C'est vrai. sans être négatif, parce que tout est mal interprété, hein, sur YouTube. Mais Oui. on va pas rentrer dans le débat en parlant d'un fait. La clientèle Lorcana, c'est une clientèle beaucoup plus large qu'une clientèle Arkham. Voilà, Arkham, c'est une clientèle beaucoup plus restreinte, hein, et l'Orcana, ça touche beaucoup plus de monde. D'ailleurs, on le voit, l'aspect collectionneur des cartes d'Orcana va toucher une autre encore clientèle, qui ne sera pas forcément des joueurs et des joueuses. Eux, ils voudront avoir les cartes. Ça se trouve, ils joueront même pas avec. Ah oui, On a connu à ce point-là. pour Pokémon. Quand Pokémon est sorti, on avait connu ça pareil. C'est-à-dire des gens qui voulaient collectionner les cartes sans jouer au jeu. Alors ça, c'est quand même... Ça, je savais pas. Tu vois, là, tu me l'apprends, je débarque complètement. C'est quand même très, très stupéfiant et je comprends pas. Je comprends pas, mais écoute, je dois être dépassé par mon époque, Phil. C'est les éditeurs et les distributeurs qui ont le nez creux, peut-être, hein. Du coup, c'est beaucoup plus grand public. Donc du coup, on va trouver ça dans les Cultura, on va trouver ça dans les magasins plus grande surface. Et l'éditeur, il se trompe pas vraiment, hein, en tapant là-dedans. Il fera plus de sous aussi. Alors là, vous êtes en train de voir une vidéo qui s'intitule « J'achète pour plus de 3000 € de cartes Lorcana ». Et donc, c'est un monsieur qui doit avoir au moins 30 ans et qui fait tout Paris pour trouver ses boosters de Lorcana. Je suis tombé là-dessus, j'ai été estomaqué. J'ai été estomaqué. Alors bon, moi l'univers Disney me paraît un petit peu enfantin, et quitte à faire un jeu de cartes à collectionner avec booster, si tant est que ça arrive, je dois avouer que celui-ci me tenterait pas. Mais bon, on a toutes les chaînes et notamment Maxildan aussi, qui font du Lorcana. Voilà. Tu joues à Lorcana? Non, je joue pas à l'Orcana, j'ai regardé des parties, j'ai vu comment ça tournait. Pour moi, c'est pas assez costaud en termes de gameplay pour le moment. Je vais mettre des guillemets parce que c'est pour le moment. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas assez de cartes encore pour faire des decks différents, etc. J'ai même vu un tournoi, hein. J'ai regardé un tournoi de l'Orcana que retransmettait Rofelos d'ailleurs, auquel il avait fini finaliste en plus. Donc c'était intéressant à regarder, mais au niveau du gameplay, ça me paraissait pas... Le problème de l'Orcana, je vais te dire exactement au niveau du gameplay. Le problème de l'Orcana, c'est que tu pioches un certain nombre de cartes. Tu as un certain nombre de cartes dans la main, et tous les tours, tu vas en jouer 2. Une pour la mana et une que tu vas poser. Le problème, c'est qu'à chaque tour, tu pioches une carte. Oui. Sauf, évidemment, d'autres cartes qui te permettent de piocher. Mais à la base, le principe, c'est ça.
Donc très vite, en début de partie, tu vas te retrouver à piocher la carte que tu vas vouloir jouer. Donc tu es constamment, tu n'as pas de choix tactique à faire, puisque comme en début de partie, tu avais 5 cartes en main, par exemple, t'en pioches une, mais t'en poses deux, et comme à chaque tour, t'en pioches qu'une, bah forcément, si tu joues 2 cartes par tour et que t'en pioches qu'une, au bout d'un moment, tu te retrouves qu'avec une seule carte dans les mains que tu vas Tout à jouer. fait, tout à fait. Donc, t'as plus de choix tactique. Donc Ah, pour ça, moi, c'est un inconvénient du jeu, un inconvénient majeur du jeu, pas un petit inconvénient, un gros, gros inconvénient du jeu. ben, je suis entièrement d'accord. Là, ils font quand même des tournois, donc il doit y avoir quand même de la stratégie quelque part. Mais est-ce que c'est que de la stratégie au niveau du deck, quoi? C'est-à-dire tu tires une carte et puis tu la joues, peu importe ce qu'elle est. Voilà, c'est que de la stratégie au cours du deck. Bon, écoute. Alors là, La sur la stratégie vie. pour construire le deck, oui, parce que là, Ouais. j'ai vu des decks qui font la différence, c'est-à-dire où tu te dis, le gars, il fait top 1, c'est pas par hasard, quoi. Il a vraiment construit un deck mieux que les autres. Mais le problème de ces jeux-là, et moi je ne l'ai pas connu à Magic au tout début, le problème de ces jeux-là, c'est que dès que tu as un deck qui est performant, mais tout le monde le joue maintenant avec Internet. Moi j'ai connu Oui. Magic, c'était le début d'Internet, donc on pouvait construire ces jeux, on pouvait venir à un tournoi, et tu étais le seul à jouer ce deck-là, parce que tu l'avais construit dans ton coin, ou tu l'avais testé avec tes potes, et tu étais un innovateur de la construction de deck. Aujourd'hui, le moindre deck, il est sur Internet, il est partout. Donc il n'y a plus de place aux créateurs de deck maintenant. C'est je pompe le deck qui marche. Donc pour ceux qui font vraiment de la compétition, l'intérêt il est moins. D'accord, je comprends. Alors, je voulais te montrer un petit bout de cette vidéo là. Donc, je vais mettre un peu le son. Et puis, bah, j'espère que vous aurez le son. Hop. Alors, je vous montre ce qu'on a à l'écran. Alors, vous n'avez pas le son parce que j'ai un petit problème technique, les gars. Et là, je pense que tu connais cette petite tête. Ouais. Enfin, cette petite tête. Cette tête. C'est Yoel de la chaîne First Player. Ouais, je regarde sa C'est- chaîne. Ouais. Alors, le monsieur que tu vois, qu'on a vu à l'écran, là, nous dit oui, je crois que tu as une toute petite chaîne. Bon, 5000 abonnés quand même, Yoel. Dans le monde du jeu, c'est quand même tout à fait correct. Et il dit ouais, tu as une petite chaîne, tu connais bien ton sujet. Et donc, bah, ce monsieur qui a 25 000 abonnés, que tu peux voir, comment s'appelle sa chaîne Comment s'appelle sa chaîne Wonderplook. 25 000 abonnés. Ouais. Écoute, Wonderplook, ça s'invente pas. Mhm. 25 000 Il va abonnés. dépenser là pour 3 000 euros de leur canal. Ok, super. Donc là, il fait le tour de toutes les boutiques de Paris et puis bah, il tombe sur Yoel que nous on connaît bien parce qu'on est un petit peu dans le monde du jeu. Je suppose que tu suis cette chaîne, c'est juste Bien une sûr, question. ouais, Ouais. j'aime bien ça. Ah. Ouais, et souvent il donne des avis assez tranchés. Moi j'aime bien, c'est un peu punchy. Alors lui, il est à fond aussi dans l'Orcana, il adore ça. Donc c'est quand même un joueur assez tactique, assez stratégique. Je crois qu'il jouait à Gozu. Et apparemment, Arcana, malgré le petit problème tactique que tu nous as évoqué, intéresse un joueur, un brillant joueur, hein, disons-le, pardon, comme Yoel. C'est Yoel, hein, c'est ça, hein, je me trompe pas. Ouais, je crois. Ouais. Ouais, c'est très cool au niveau de ces vidéos. Donc voilà, Wonderplook dépense 3000 euros sur l'Orcana. Alors, si vous jouez à l'Orcana, je reste votre ami aussi. Je mets les warnings, hein, il n'y a pas de souci, vous pouvez jouer à l'Orcana. C'est juste que j'ai interrogé mon ami Phil pour savoir pourquoi cet univers qui, moi, me paraît un petit peu enfantin. Et bon, alors, Marvel, je dis pas, Star Wars, je dis pas, Lovecraft, je dis pas, mais bon, l'Orcana, ça fait un tabac. Voilà, je débarque. je débarque. Non, par contre, son type de vidéo, je comprends pourquoi il a beaucoup d'abonnés, mais dire je dépense 3 000 euros dans l'Orcana, c'est bien, mais bon, quand tu as des petits ados qui ont 12, 13 ans qui voient des vidéos comme ça, ils ont envie de faire la même chose derrière. C'est ça qu'il oublie un peu, peut-être quand il fait une vidéo comme ça. C'est Oui, ce qu'on appelle des vidéos un peu putaclic, quoi. un petit peu. Ouais. Un petit peu, ouais, et effectivement. D'un autre côté, c'est rigolo quand même. C'est rigolo. Hein. Ah, il est à fond dedans. Mais bon, moi, je suis à fond dans Arkham. Hein. Si tu me croises dans la rue, je te dis que je suis un investigateur, que j'enquête sur des phénomènes occultes et que je suis là pour sauver le monde. Donc, il y a zéro problème là-dessus. Hein. Toi, t'es arcade, mais en plus, tu pimpes ton jeu. Donc, tu dépenses plus que arcade pour améliorer ton jeu. Ah bah là, je l'ai bien amélioré. Oui, ça, c'est le jeu que j'ai plus amélioré de ma vie. Hein. Ça, c'est clair et net. Alors, ensuite, mon cher Phil. Alors, on va passer au sujet suivant, si tu es d'accord. Tu as quelque chose à ajouter ? Non. Et encore une fois, on n'en veut surtout pas aux joueurs
de Star Wars et de leur canon. Ah bah, pas du tout, voilà. Ah oui. Mais on s'est interrogé aujourd'hui sur ce phénomène, en fait. Sur ce phénomène. Ouais. Mais bon, il faut prendre son plaisir là où il est, évidemment. Alors, sujet suivant. Ah bah là, je touche. Alors attention, là, le sujet suivant. Double warning. On touche à une légende vivante. Tous les spectateurs de la chaîne regardent également cette chaîne. Donc la chaîne Etrigan. La chaîne Etrigan. J'ai fait une petite vidéo statistique il n'y a pas longtemps. Là, tous les spectateurs d'Arkham regardent cette chaîne. Et puis je crois que tu as interviewé toi-même. Boris, que je connais depuis le tout début de sa chaîne. La première vidéo de sa chaîne même. T'étais là. Tu étais là. Ouais. Au commencement du monde, on peut dire. Ouais. Mais j'ai tout de suite accroché avec sa façon de filmer, sa façon de vivre les parties. C'est quelqu'un d'unique sur ça. Ouais. Alors, c'est un très bon compteur et c'est pour ça qu'il se retrouve, je crois qu'il est à 25 000 abonnés ou dans ces eaux-là. C'est un très bon compteur. C'est vrai qu'on vit, il expose bien l'histoire, on vit un petit peu avec lui, c'est ça qui fait très bien. Alors, néanmoins, je m'interroge, Phil, verra-t-on un jour un deuxième joueur sur ses vidéos ? Parce qu'on n'a jamais vu personne, ça fait un peu grotte quand même, non? Je pense pas. Ou alors peut-être le jour où je vais vers chez lui et que je lui demande de faire une partie avec lui, il accepterait. Et en ce moment-là, je lui dirais, bah écoute, il faut qu'on filme. Il faut qu'on filme parce que ça va être l'événement de l'année. Ah oui. Mais sinon, à part quelque chose comme ça, je pense pas qu'on... C'est vraiment un joueur solo. Un pur et dur. C'est vrai. On se demande s'il a déjà joué un multi. Il a déjà joué un multi quelque chose, j'espère que oui quand même. Oui, je pense, mais après, oui, mais parce qu'il a des amis qui sont joueurs. Il a des amis qui sont joueurs et qui conseillent des jeux. Donc il fait beaucoup de duos, qui filment pas forcément. Oui. Mais il a le problème du petit village, que moi aussi je pourrais avoir si j'avais pas été à l'affût d'associations de jeux autour de chez moi. Quand t'es pas dans une grande ville ou dans une ville de joueurs, entre guillemets, il faut que tu ailles les chercher, les joueurs. Donc, il faut que tu ailles dans des assos ou il faut que tu aies des amis, des connaissances autour de toi qui jouent. Et c'est pas forcément donné à tout le monde, en fait, ça. C'est pas obligé. Est-ce que tu penses que notre ami, parce que c'est un ami, Etrigan, pourra s'acheter peut-être... Je pense pas qu'il filme avec un iPhone grand angle parce que l'objectif est un petit peu étroit quand même. Est-ce qu'Etrigan a les moyens de se payer un objectif grand angle pour qu'on puisse, de façon très très OX, profiter de la meilleure façon qui soit de ces parties? Écoute, moi je t'ai raconté une anecdote la première fois parce qu'on a évoqué les sujets dont on allait parler. Oui, tout à fait. Moi, si on ne m'avait pas dit un jour, qu'en rapprochant mes doigts là, sur l'écran, il y avait un grand angle qui allait se décrocher sur mon portable, je ne l'aurais jamais su. Voilà. Donc peut-être qu'Etrigan ne le sait pas. Et puis peut-être qu'il se trouve bien avec cette... Moi j'aime bien, quand c'est filmé au plus près, comme ça j'aime bien. J'ai vraiment l'impression de vivre la partie avec ses yeux à lui. Alors ça mériterait un grand angle. Ouais, ça mériterait un grand angle, c'est vrai. On verrait un petit peu plus le plateau de jeu. Mais c'est vrai que c'est une vue narrative et très immersive. Pour le coup, c'est clair et net. Alors moi j'aime pas la vue en avion. Moi je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui filment avion. Je préfère une vue à 45 degrés. En fait, moi, je préfère être à la place des yeux de la personne qui joue, en fait. Comme si j'étais avec lui autour de la table, quoi, voilà. Mais c'est vrai que la vue avion, Maxildam, il fait de la vue avion, mais Maxildam, il a 15 caméras, enfin 3 caméras ou 4 caméras. Il a un zoom hyper puissant. Il n'a pas des caméras à 150 €, quoi. Il a des caméras, on rajoute un zéro, quoi. Incroyable le matériel que l'on trouve chez Maxildan. Et là, dernièrement, il a rajouté les murs avec des écrans ou des fonds verts avec quelque chose dessus. C'est incroyable. Moi, je suis bluffé. C'est stupéfiant. Puis c'est bien fait, il faut bien le dire. Bon, d'un autre côté, c'est son métier, c'est sa société. Il y a ce côté-là aussi. Alors, justement, Phil, on parlait de Maxildan. Alors, je vais parler de deux chaînes particulières, mais ça pourrait s'appliquer à bien d'autres chaînes. Mais enfin, je vais évoquer les deux plus connues. C'est Un Monde de Jeux et Maxildan. Un Monde de Jeux et Maxildan, qui sont des chaînes
qui sont des chaînes avec maintenant plus de 40 000 abonnés sur un monde de jeu. Et puis, Maxildan, on est à 75 000. Alors, la question que je voulais te poser, Phil, est-ce que ces chaînes-là ne sont pas simplement des vitrines commerciales? Rewarning, attention, il y a 100 000 abonnés dans la balance, je suis votre ami, c'est juste une petite interrogation, non mais je mets les warnings à chaque fois, moi je regarde aussi Martin et je regarde aussi Maxildan, mais est-ce que c'est pas un peu trop vitrine quand même? Bah, oui, c'est clair que quand on est financé par... La plupart du financement de ces deux chaînes viennent des éditeurs. Donc forcément, alors je vais pas dire qu'on leur sert la soupe, ça serait trop méchant peut-être. Mais forcément, on a un œil qui est moins objectif. Voilà, donc... et puis le jour où l'éditeur fait un mauvais jeu et qu'il est quand même et qu'il a payé quand même pour avoir sa vidéo, est-ce qu'on l'invite quand même? Je pense que oui, quoi. Voilà, donc on est un petit peu prisonnier de ça au bout d'un moment. Alors, c'est le danger. Je pense que c'est le danger, mais après, qui on est pour dire ça, quoi. Voilà, eux, ils ont 40 000 abonnés et 50 000 de l'autre côté. C'est eux qui ont raison, hein. Sans doute, Pas- bah oui, tout à fait, apparemment. Et je suis d'accord avec toi sur l'élément que tu viens d'évoquer, il faut bien vivre. Donc c'est le métier maintenant un petit peu de Martin quand même, j'ai l'impression. Maxildan, on en est sûr. Et puis c'est pas YouTube qui va financer tout ce matériel, tout ce beau matériel, cette scène de tournage, il faut bien vivre. Et donc c'est peut-être le seul modèle économique viable. La leçon que les deux chaînes nous donnent, c'est si vous voulez en faire un modèle économique qui marche, il faut investir dans le matériel. Parce que ces chaînes-là, si elles ont autant d'abonnés, c'est aussi parce qu'elles proposent des vidéos d'une super qualité et qui sont agréables à regarder. Voilà, et d'ailleurs, ils n'auraient pas ce succès si c'était cher à regarder. Hein. Je pense que on peut te payer 7 000 € pour faire une vidéo. Si ta vidéo ne tient pas la route derrière, les 7 000 €, ils seront partis en fumée. Pour Martin, il a quand même galéré pendant des années et des années pour peut-être s'auto-amortir, on va dire, commencer à se payer un salaire, mais il faut savoir il loue un chalet qu'il a acheté peut-être après et qu'il a commencé à se verser un salaire, mais ça a été très long, la démarche a été très longue. Et Maxildan, il était déjà dans la com, donc c'était une autre corde qui rajoutait à son arc. Et est-ce qu'elle est devenue autosuffisante ou est-ce qu'elle s'auto-alimente en fond pour se verser un salaire? Ça, c'est un autre débat. Je n'en sais absolument rien. Nous ne sommes pas dans le secret des dieux. Alors je vais me faire l'avocat du diable, même si on peut considérer qu'il y a un côté vitrine à ces deux chaînes. Moi j'adore faire du live vitrine, donc du coup j'en fais tous les samedis. Et puis là, on a une vitrine avec des jeux présentés sous un œil avenant, qu'ils soient bons ou peut-être un tout petit peu moins bons. Et c'est déjà ça existe, c'est bien, hein, qu'on soit clair là-dessus. Alors toi et moi, Phil, on aime bien les vidéos un petit peu punchy ou qui nous aiguillent sur ce qu'on doit acheter et puis qui nous disent un peu plus ce qu'il ne faut pas acheter. Moi, je rêve, Phil, d'une chaîne qui nous dise ça, vous n'achetez pas parce que ce n'est pas bon et qui ne diffuserait que des vidéos, à la limite, où présenterait des jeux pas bons. Parce que des vidéos, des chaînes qui présentent que de bons jeux ou présentés comme tels, on en a plein, si tu veux. Ouais. C'est un peu le problème. Et moi, je dis toujours, c'est vrai que parce que c'est encore pire sur Instagram. Hein. Si tu vas faire un tour sur Instagram, c'est encore... Alors là, tous les jeux sont bons. Hein. C'est tous les 7e merveilles du monde. Hein. Des pépites. C'est un peu... Ouais, le souci, c'est que au consommateur, si tu lui dis que tout est bon, il ne saura plus faire la part de choses et du coup, il va se vivre l'expérience lui-même. Et derrière, il va te délaisser au bout d'un moment. Si tu lui as pas dit vraiment la vérité à ce consommateur, c'est que... Ou alors, écoute, il y a des personnalités qui aiment tout. Et on fait peut-être pas partie de ces personnalités-là. Voilà. Alors ça, là, tu mets le point sur quelque chose qui est vrai. Je pense qu'en vieillissant, on devient de plus en plus exigeant sur la qualité du jeu. Et moi, c'est mon cas. Hein. C'est de pire en pire, d'ailleurs. Oui, ben moi pareil. Il y a une certaine forme peut-être d'aigreur, je sais pas, ou de... D'aigreur, les grands mots. Non, mais de plaisir non retrouvé, Oui, je sais pas. oui. Peut-être qu'on a vécu des sensations à un moment, et on se dit, on aimerait bien revivre ça, et on n'y arrive pas, tu vois. Le truc, il est là, je pense. Moi, je vois à une époque, par exemple, quand il y a eu Terraforming Mars,
et les runes de Narak, ça a été coup sur coup ces deux jeux, je pense, qui sont sortis l'un après l'autre. Et dans mon association, on joue plus qu'à ça. Et ben, je sais pas, 3 mois ou 4 mois après, c'était encore ces deux jeux-là qui revenaient régulièrement. Ça veut dire que derrière, ils avaient beau nous dire que les jeux étaient fantastiques derrière qui suivaient, il y a eu beaucoup de mal à ce que ça se renouvelle, tu vois, ce plaisir-là. D'accord. Bon, bah écoutez, si on souhaite bonne chance à Martin pour son chalet, et puis à Maxildan pour sa chaîne. On se demande quels sont les revenus, combien ça génère, combien ça coûte par exemple de faire passer un jeu chez Martin. Est-ce que tu as l'information? Pas du tout. Non, je ne sais pas. Ni chez Maxildan, je ne sais pas combien l'éditeur peut payer. J'en ai une vague idée, mais je n'avancerai pas trop sur la somme. D'accord. Alors, si vous avez l'information, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, vous qui passez par ce recoin du web. Mais c'est plus qu'une boîte gratuite, hein, parce que certains youtubeurs se contentent d'une boîte gratuite. Là, c'est plus qu'une boîte gratuite. Ah bah c'est pas possible. Une boîte gratuite, non. Non, c'est clair, c'est clair que non. Et qui se contente qui vend son avis pour une boîte gratuite de nos jours? Je ne pense pas que ça existe encore, mais enfin bon, qui sait, hein. Alors, j'ai gardé l'un des plus beaux sujets pour la fin, n'est-ce pas? Un sujet qui fait référence à une vidéo que j'avais faite. Ça s'intitule, mon sujet, Phil, Kickstarter, le règne du pigeon. Voilà, en référence à ma vidéo sur les pigeons qui a fait. Alors, si vous êtes client Kickstarter, j'ai commandé sur Kickstarter. Il n'y a pas de soucis. Moi aussi, je craque sur Kickstarter. Ça a pu m'arriver. J'ai voulu récemment commander un jeu qui s'appelle 7ème Citadelle sur Kickstarter. Et quand j'ai envie, comme tout le monde, hein, je commande sur Kickstarter. Néanmoins, sur cette fameuse vidéo pigeon, d'ailleurs, que vous pourrez aller voir, j'avais quand même un peu prévu l'affaire Mythic Games. Parce que Mythic Games, maintenant, il n'y a plus personne pour les défendre. Et puis, à un moment donné, quand on les attaquait, c'était des gens très bien, ils faisaient tout très, très bien. Mais il y a quand même une espèce de petite pyramide de Ponzi dans cette histoire. J'ai fait une vidéo où j'en ai parlé dès le début. Toi aussi cité le nom de la pyramide de Ponzi. Alors après, on a dit que c'était plus une cavalcade qu'une pyramide de Ponzi. Moi, je trouvais que ça ressemblait vraiment à la pyramide de Ponzi. Mais tu prenais des jeux à la place des gens et tu mettais des certaines sommes sur les jeux. Et dans ma vidéo, j'ai fait le diagramme de la pyramide de Ponzi. D'accord. Alors, pour illustrer notre petite vidéo, j'ai décidé de présenter 2 jeux. Alors, je vais cacher, ceci, parce que c'est pas bon, mais il n'y a rien de spécial. Et c'est Ibris Disorate Cosmos, un jeu que je n'apprécie pas. Et puis, je présenterai un jeu que j'apprécie. Alors, il y a ma fenêtre qui déborde. C'est les aléas du direct, je suis désolé. Est-ce que c'est un jeu que tu as apprécié, Ibris? Attention à ce que tu dis. Ibris, j'ai pas joué. J'ai vu des vidéos, mais j'y ai pas joué et ça m'a pas donné envie, en plus. Donc, Joker. Tu as le droit. Tu as 2 jokers dans la vidéo. Alors, Ibris a bien sûr le droit d'être sur Kickstarter et puis, il ne déroge pas à la règle. C'est-à-dire, c'est comme dans la vidéo que j'ai évoquée, hein, j'ai beau descendre avec l'ascenseur, il y a du stretch goal, ça déborde. Ça déborde. C'est tout ce que je n'aime pas dans Kickstarter. Voilà, ça c'est tout ce que je n'aime pas dans Kickstarter. Donc là, il y a à faire. Alors, si vous aimez Ibris, vous pouvez y investir des sommes folles, hein. Et pourquoi pas d'ailleurs, hein. Attention aux joueurs d'Ibris, moi je n'aime pas le jeu, mais vous avez le droit de l'apprécier. Warning, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis il y a des fans, hein. Il y a des fans. Je crois que Joueur en carton, pour ne citer que lui, une chaîne sympathique, hein, Joueur en carton. Oui. Ouais, t'as bien aimé aussi. Bon, voilà. Donc, alors là, j'ai présenté un jeu que je n'aime pas, et puis après, pour faire équilibrer, je présente un jeu que j'aime. 7ème Citadelle. Est-ce que Phil, acheter un jeu sur Kickstarter, ce n'est pas quand même prendre la place du banquier et financer un jeu à la place de l'entrepreneur qui est normalement censé apporter les fonds pour faire la production de jeu et puis éventuellement s'il n'a pas les fonds, faire un emprunt à la banque parce que c'est à lui de prendre les risques, ce n'est pas à nous. C'est ce que j'ai dénoncé moi depuis le début du Kickstarter. C'est-à-dire qu'au début,
le truc, c'était de se dire, je suis un créateur, je suis au fond de mon garage, là, tout seul dans mon coin, j'ai l'idée d'un jeu, j'aimerais bien le faire, j'ai pas les sous. Bon, bah, n'importe quel gars va voir son banquier et va dire, bah, est-ce que vous pouvez me prêter les sous? Il s'est trouvé que les gens que j'ai interrogés, moi, au tout début de Kickstarter, quand je leur disais, avez-vous fait cette démarche? Ils m'ont tous répondu, les banques ne prêtent pas. Voilà, pour le jeu, le produit jeu, qui n'est ni un produit culturel, ni un jouet, bah pour du jeu de société, les banques disent systématiquement non. Et c'est pour ça que certains se sont tournés vers Kickstarter en se disant, bah, puisque les banques ne veulent pas me prêter, puisque je ne peux pas faire un prêt, puisque je ne peux pas hypothéquer ma maison, bah, je vais demander aux gens de me financer mon jeu. Donc l'idée de base était plutôt saine. Le problème, ça a été la dérive de ce que c'est devenu Kickstarter, c'est-à-dire des éditeurs qui ont, au lieu d'aller, qui étaient maintenant avaient la main mise sur la place, c'est-à-dire étaient reconnus de tout le monde, et qui se sont dit, bah nous, Kickstarter, ça nous permet de faire de la prévente. Donc du coup, on court-circuite les boutiques, du coup, on court-circuite toute la chaîne de distribution, et puis on vend nos boîtes avant de les avoir fabriquées. Et c'est ce qui est arrivé à Mythic Game, qui s'est au bout d'un moment cassé la figure, parce que ça marche quand les projets marchent, mais quand il y a un ou deux projets qui ne marchent pas, il faut combler le vide financier. Bon, moi en tant que capitaliste convaincu, je ne souhaite pas de mal. Donc, comment il s'appelait, Léonidas, c'est ça. Malheureusement, sa société est en liquidation judiciaire, c'est extrêmement difficile à vivre. Et puis, malgré tout, ce qu'on peut lui reprocher, c'est pas facile. Ça, c'est clair et net. Et puis, ils l'ont fait en étant de bonne volonté, c'est-à-dire que c'était des passionnés de jeux de société. Oui, c'est vrai. Ils partaient dans une cavalcade comme ça, continue de recherche de financement. Mais au bout d'un moment, le projet X finançait le projet Y, qui finançait le projet Z, jusqu'au moment où le projet X n'arrivait pas à se vendre. Et c'était la fin du cycle. Et c'est ce qui est arrivé. C'est quoi le jeu qui n'a pas marché? Je sais pas, je pense qu'il y en a eu pas mal, mais il n'y a pas eu assez de ventes par rapport au coût de fabrication de certains jeux. Et notamment, je crois que c'est celui-là, le chasseur de vampires, là, je ne sais plus comment il s'appelait, là. J'ai plus le nom en tête. Là. Solomon Kane? Oui, Solomon Kane, voilà, qui a été refait 3 fois, 4 fois. On a payé des gens en Angleterre qui n'ont pas accompli leur travail, etc. Enfin, ça a été un truc de fou, quoi. Solomon Kane, je crois qu'il s'est fait financer par 3-4 jeux derrière. Et qui ont... il a fallu remettre des fonds à chaque fois. Ouais. Un jeu d'ampleur, pas facile à finaliser, avec plein d'errata. Et si on veut bien faire, on refait tout. Et malheureusement, ça coûte cher. Du coup, c'est ça qui est embêtant. Bon, Septième Citadelle, le principe est beaucoup plus sain. Le truc est beaucoup plus sain. Il y a un prix, ou 2 prix peut-être, je sais pas. Oui, il n'a pas beaucoup, c'est vrai. Il n'a pas beaucoup. Il y a quand même un gros ascenseur. Alors, je sais pas si c'est... Il y a quand même pas mal de choses aussi. On va pas... Voilà. Après, si c'est esthétique, moi, ça me gêne pas. C'est-à-dire que la personne qui veut mettre plus dans un jeu, moi, ça ne m'a jamais gêné. Le problème, c'est si ça dénature le jeu ou si ça donne plus de contenu à celui qui a le plus d'argent. Ça me gêne un peu plus. Après, si c'est que des choses esthétiques, celui qui veut un beau jeu... Tu sais, moi, je suis pour le jeu en PDF. Je suis pour le jeu qui coûte rien et qu'on peut s'imprimer soi-même. For Against the Ténèbres. Ouais, voilà. Et après, on a différentes formules du jeu, suivant le budget qu'on a. Et moi, je suis pour rendre le jeu le plus accessible possible. Oui. Voilà. Le but d'un jeu, c'est d'être joué. Certes. Bon, néanmoins, moi, je suis partant pour ce genre de choses. Je dois avouer que s'ils peuvent nous faire des jeux à 200 € et puis que ça les vaut et puis que c'est super, je vais tendance à être preneur. Mais c'est vrai que 200 €, ça commence à piquer un petit peu. Et puis, alors, je dis 200 €, mais quand on regarde certaines choses sur Kickstarter, c'est que dalle 200 €. Quand je vois certaines vidéos jeux en carton et où on y fait le déballage des Batman, Solomon Kane et puis d'autres, c'est un billet de 500 qui passe à chaque fois. Donc, c'est quand même assez... Là, tout le monde ne peut pas mettre un tel budget dans un jeu. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Alors, des stretch goals, c'était surtout des extensions avec
avec 7ème Citadel, ils ont tout explosé. Donc ils ont pu faire tout ce qu'ils ont voulu puisqu'ils ont collecté quelques millions, encore une fois, quelques millions d'euros comme le 7e continent. Tu as joué au 7e continent? Oui, j'ai joué un petit peu avec une amie. Après, le principe de recommencer tout à zéro, ça c'était un peu gênant. Mais enfin, moi ça me plaisait moins. Mais il paraît que ça a été résolu avec le nouvel opus. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis pas fan du principe du jeu. C'est-à-dire Ça ressemble à un livre dont vous êtes le héros. Toi, tu es fan de livre dont vous êtes le héros. Oui, ça voilà, ressemble. ouais. Mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours. À chaque fois que je joue à un jeu comme ça, je me dis, mais pourquoi ils n'ont pas fait un livre dont vous êtes le héros? C'était bien plus simple. Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu tout compliquer pour en faire un livre dont vous êtes le héros? Tu vois, c'est ça que moi, j'arrive pas à me triturer dans la tête, quoi. À me dire, mais qu'est-ce que ça apporte d'avoir autant de réussite plutôt que de lancer 2 dés? Tu vois, c'est pourquoi piocher 7 cartes pour avoir 2 succès, alors que si je jette 2 dés et que je dois faire plus que 7, c'est... Alors, je suis pas d'accord. Je m'inscris en faux. C'est pas la même tactique quand même. Je lançais 2 dés, c'est quand même assez basique. Sur un tirage, sur un deck, il faut déjà essayer d'estimer les probabilités de tirer tel ou tel succès. Il y a quand même une mécanique très importante au niveau des cartes que tu vas aller pouvoir tirer dans ta défausse ou dans ton deck de façon à avoir la bonne carte au bon moment. Alors je suis un petit peu au début. Alors attention, on n'est pas d'accord. Non, mais justement, c'est bien. Moi j'aime quand on n'est pas d'accord. Ouais, tout à fait. Dans le jeu, je vais te dire un secret. Je joue tout à l'heure à 2 joueurs. Mais ouais, mais tant mieux. Et tu vas faire une vidéo en plus. Ah bah, je vais faire une vidéo, c'est obligatoire. Bah ouais, tout à fait. Alors, je suis ta campagne, donc attention. Ah bah c'est gentil. C'est très réfractaire au jeu. Hein. Je trouve que le jeu, il a l'air. Et puis je demande qu'à être convaincu. Moi, je suis. Des fois, moi, j'ai des idées arrêtées sur certaines choses, mais je suis pas obtus ni fermé. Hein. C'est-à-dire que si on arrive à me convaincre que c'est très bien, eh ben, je vais plonger comme quelqu'un d'autre. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Et je vais tout faire pour te convaincre. Alors, on arrive au bout de cette vidéo. Phil, est-ce que tu avais un sujet que tu aurais souhaité peut-être aborder ici sur cette vidéo? Tu m'avais parlé du passe-temps que tu trouvais un peu cher. Non, ah mais oui, j'ai oublié un sujet. J'ai oublié un sujet. J'ai oublié un sujet. T'as bien fait de me. Moi j'ai le prompteur à côté là. Je me suis dit. Donc, mais oui, pourquoi je l'ai oublié lui? Alors, que je cherche le passe-temps, qu'on rejoigne notre ami. Alors Simon, bon, moi je suis très très fan de Simon. D'ailleurs, vous pouvez trouver un interview sur la chaîne de Simon, si le personnage vous intéresse. Moi, je trouve qu'il passe super bien à l'écran, que c'est quand même assez stupéfiant la façon dont il passe. Hein. Et je crois que c'est un de tes amis, donc je ne vais pas évidemment en dire du mal. De bonnes connaissances. De bonnes connaissances. Hein. Et voilà, c'est un homme de théâtre, c'est un homme très énergique et quand même qu'on voit de l'énergie de façon très très importante. Et néanmoins, j'ai le droit de me poser la question en tant que consommateur, Phil, j'ai le droit. Hein, et encore, rewarning, parce que le passe-temps, c'est 100 000 abonnés entre les deux chaînes, rewarning, mais est-ce que le passe-temps n'est pas, comme avec d'autres, hein, c'est pas la seule, mais c'est la plus connue, n'est pas l'une des boutiques en ligne les plus chères que l'on peut trouver sur le web? Parce que j'ai fait un petit test donc sur Age of Innovation et notamment la dernière campagne à Arkham, eh bien, il y a à chaque fois 10% d'écart. Alors, moi j'ai la réponse que Simon pourrait te faire. Maintenant, je ne sais pas si elle est, je pense qu'elle est vraie, évidemment. Simon pratique le prix conseillé éditeur ferme. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à faire moins ou plus. Les éditeurs, il faut savoir que les boutiques, généralement, ont une marge de 2. Hein. Donc, c'est-à-dire que s'ils achètent un jeu 20 €, ils vont nous le vendre à nous 40 €. Et c'est ce qu'on appelle le prix conseillé public. Voilà, 40 €, c'est le prix conseillé public. Maintenant, si je suis Cultura et qu'au lieu d'en acheter 20 boîtes, moi je suis Cultura et j'en achète pour tous mes magasins en France, donc du coup j'en achète 600 boîtes et que je dis à l'éditeur, comme je suis Cultura et que je t'en prends 600 boîtes, tu vas me le faire moins cher le jeu. Donc forcément, moi en magasin, je pourrais le faire moins cher, pour exactement la même marge que Simon, ou pour la même marge qu'une boutique.
Donc, c'est pas la même force d'achat. Donc, il pratique le prix conseillé. Alors évidemment, il ne peut pas être concurrentiel de Philibert, qui est aussi un gros faiseur ou de d'autres boutiques en ligne, parce que lui, il a une vraie boutique. Il a une boutique physique, où il paye des charges, des loyers, des salaires, etc. Donc, il pourrait faire moins cher, et il fait moins cher à certains membres d'associations, etc. Oui, Mais le prix public, ça reste le prix public. Et pourquoi? Et puis, d'ailleurs, moi, je suis prêt à le défendre là-dessus. Il a raison. C'est pas une course au prix moins cher. C'est pas. Il y a une qualité de service aussi au passe-temps. Alors, il y a une qualité de service quand tu vas dans la boutique, mais est-ce que sur Internet, il y a une qualité de service quand même? C'est uniforme partout, chez Philibert, au passe-temps, chez Ultra-Jeu. Alors, tu me dis, tu compares Philibert et le passe-temps, mais j'ai constaté le même écart avec une boutique comme Ultra-Jeu. Ultra-Jeu, c'est 3 boutiques sur Paris. Et bon, ils ont des prix similaires à Philibert. J'ai trouvé que les tarifs étaient quand même un peu plus élevés, malheureusement, tout le temps sur le passe-temps. C'est le prix conseillé, oui, mais moi, en tant que consommateur, je veux le jeu au moins cher. Bon, je me fais l'avocat du diable, attention, je me fais l'avocat du diable. Oui. Mais alors, attention, parce que lui, alors peut-être sur les jeux comme ça, il fait le prix public conseillé, mais aussi, il s'efforce pour aller dans le sens du consommateur en rachetant des stocks et en faisant des promotions sur certains jeux. Donc je ne suis pas là pour parler à la place de Simon, hein, mais oui. Il en parle dans certaines de ses vidéos. Il cherche aussi les bonnes affaires pour le consommateur. Hein. Et puis il n'est pas constamment à dire que tous les jeux sont fantastiques, que tous les jeux sont bien. Même s'il a un œil de vendeur, c'est aussi quelqu'un qui a bien compris le principe que si quelqu'un s'en va de sa boutique en étant mécontent du jeu qu'il a acheté, il ne reviendra plus. Donc il a compris le principe du vendeur. Le principe du vendeur, c'est je veux que mon client soit satisfait. Parce que si mon client est satisfait du jeu que je lui ai vendu, il va revenir. Donc forcément, il faut vendre au bon prix, alors peut-être un peu plus cher, mais tant pis. Il est prêt à l'assumer. Et puis aussi, il dégote des prix moins chers pour certains jeux qu'il rachète, ou il rachète des stocks chez des éditeurs. Donc ça, là-dessus, moi, je le défends à 100%. Ah bah, il faut le défendre. Bon, néanmoins, j'en remets une couche, hein, mais pour le joueur lambda, n'importe lequel, hein, qu'est-ce qui fait qu'il va commander plutôt là-bas plutôt que sur une autre boutique un petit peu moins chère? Moi, je suis pour le prix fixe au niveau du jeu, comme le livre. Pour moi, c'est un bien culturel, pas de concurrence, tout le monde fait la même marge. C'est fixe. Et ça, il devrait y avoir un prix indiqué au dos de la boîte, de mon point de vue. Je suis assez d'accord. Ouais, ça, je suis assez d'accord. S'ils veulent que ça en fasse un prix culturel, il faut que le prix soit fixe. Ça, je suis assez d'accord. Bon. Maintenant, est-ce qu'un prix fixe ne permettrait pas encore à certains à faire une remise? On peut s'interroger. Bah, tu peux toujours ruser, je dirais, avec la remise fidélité ou les points fidélité. Bon, il y en a au passe-temps, il y en a chez Philibert, il y en a partout. Chez Ultra-Jeu, sortilège, enfin, voilà, il y a tout l'à côté où tu peux ruser après, peut-être un petit peu, et contourner ce préfixe. Mais je sais même pas si c'est autorisé pour les librairies, j'en suis même pas sûr. Parce que quand tu commandes 10 bouquins sur une librairie, c'est pas pour ça que tu as une remise sur le bouquin suivant. Hein. Il y a des cas particuliers comme les clubs de lecture, France Loisirs ou Feu France Loisirs, je crois, qui pouvaient se permettre ça. Mais c'était quelque chose quand même d'assez particulier. Donc, écoute, on va souhaiter bonne chance à Simon qui vient de refaire sa ludothèque. T'as vu les vidéos? C'est excellente vidéo, très rigolote. Et je pense qu'elle marche super bien en plus. Hein. Mais y a-t-il des mauvaises vidéos au passe-temps? Voilà, moi je suis grand fan. Hein. Il y a un truc qu'on oublie beaucoup sur Simon, que les gens... alors, il regardera sûrement pas la vidéo, hein, mais peut-être qu'on lui rapportera. il y a quand même... On dit très bon communicant, très bon vendeur, très bon... Oui. Il a fait beaucoup pour le jeu de société, etc. Mais on oublie un truc, c'est que c'est un bosseur, mais terrible. Simon. Ah bah ça crève l'écran. Voilà, j'espère que ça se voit à l'écran, j'espère que ça se ressent, mais le gars, il compte pas ses heures, hein. Il passe ses journées sur le jeu de société, hein, quand même. Donc, faut pas qu'on oublie ça à chaque fois qu'on parle de Simon. Mais j'en suis totalement convaincu, Phil. Alors, j'en suis totalement convaincu, et d'autant plus que j'ai suivi un petit peu l'histoire quand il a racheté les parts de sa société, enfin quand il a racheté sa boutique. Et moi, je me suis dit à l'époque, ce petit gars, il est encore un peu jeune.
diriger une entreprise, c'est pas facile, même les petites, et il va avoir du mal. C'est pas qu'il a eu du mal, c'est qu'il explose tous les compteurs. Parce que il fait progresser sa boutique, il fait progresser le monde du jeu, il est de tous les côtés. Et il a une énergie, bah ça tu viens de le dire, qui est assez stupéfiante. Bon, vous voyez, je critique un peu les prix, mais je ne suis pas avare de compliments sur ce chef d'entreprise qui nous fait vivre d'aussi bons moments en vidéo. Et puis, bah, on n'est pas tout seul parce qu'il y a 75 000 abonnés sur cette chaîne. Donc, bonne chance à Simon et à toute son équipe. C'est très très bien. Alors, bah là on y est, Phil, on a abordé tous les sujets que je voulais aborder moi avec toi. Est-ce que tu voulais éventuellement faire part de quelques considérations sur un autre sujet sur cette vidéo? Non, c'était très Tu n'avais pas parlé de l'intelligence artificielle? Ah oui, on va peut-être pas en parler. Non, mais là... Ouais, mais là, ça va être un débat. Non, il faut une deuxième vidéo avec... Il faut une deuxième vidéo. Bon. Ok, d'accord. Eh bien, écoute, Phil, c'est très sympa d'être venu jusqu'à cette modeste chaîne Arkham Adventure TV. Et puis d'avoir passé un moment avec moi pour évoquer ces sujets qui, moi, m'intéressent. J'espère toi aussi. Oui. Enfin, je sais pas si tu es là, c'est que ça convenait. Et puis vous viewers, encore une fois, personne n'est montré du doigt. Nous devons tous, à notre niveau, nous interroger sur notre façon de consommer le jeu de société. Est-ce qu'il n'y a quand même pas quelques petites choses à revoir ou faire attention ou être plus raisonnable? Ce n'est que mon seul discours ici. Puis comme vous tous, Philcas et moi, on achète comme vous trop de jeux, j'en suis sûr. Ouais. Malgré notre volonté d'acier, Phil. Oui. On a encore des jeux qu'on n'a pas joués encore, qui doivent traîner quelque part. Absolument, absolument. Bon, Phil, merci, je te souhaite une bonne soirée et puis je te dis bientôt dans un recoin du web. Ciao, ciao. Salut, merci pour l'invitation. Bye bye. Alors quand même, tiens, j'aurais dû aborder ça en vidéo. Attends, je reprends un truc. J'ai pas coupé l'enregistrement, donc je rajouterai. Alors Phil, il y avait un dernier sujet que je voudrais aborder avec toi, ça concerne ta chaîne. Est-ce qu'un jour tu vas te mettre au logiciel de montage, hein? Parce que tu sais qu'on est en 2024. Hein. Non, mais ça tout le monde me le dit, je sais. Ah, tout le monde te le dit. Oui, alors ça fait partie des... Oui, ça c'est récurrent, ouais. Jeu en cravate m'a fait souvent m'a proposé son aide plein de fois. Il m'a dit, mais si tu veux, je t'explique, machin. Parce que lui, c'est le roi du montage. Hein. Je sais pas si on est totalement d'accord, c'est chiadé. Hein. Ah ouais, lui, il fait un travail phénoménal de montage, mais le problème, c'est qu'il il travaille 5 heures, 6 heures sur chaque vidéo, quoi. Moi, j'ai pas ce temps-là à mettre sur mes vidéos. Et non, je sais pas faire, et en plus, ça m'intéresse pas, quoi. C'est ça le truc, c'est que... Ah, c'est un peu chiant, hein. Voilà. C'est un peu chiant, Phil. Ça c'est clair. Bon, écoute, je t'ai indiqué un logiciel gratuit qui s'appelle... comment il s'appelle déjà DaVinci Code, qui apparemment a très très bonne réputation. Moi, je sais pas m'en servir. Je l'ai essayé très brièvement. Mais on peut y prendre goût au montage. Si tu essayes, on peut y prendre goût parce que c'est quand même une œuvre d'art, une vidéo, quelque part. Et faire des effets, faire des transitions, c'est comme si tu faisais un petit peu du cinéma. Alors le cutting, c'est un peu chiant, hein, surtout si tu veux vraiment que tes vidéos... Tiens, comme notre cycliste préféré là, lui c'est le roi du cutting. Monsieur Fall. Absolument, Monsieur Fall. Alors lui, il est trop fort, il n'y a pas une syllabe de trop, c'est coupé. Mais d'un autre côté, hein, tu restes scotché à la vidéo. Moi, je m'intéresse pas au vélo, mais alors avec Fall, je fais du vélo, quoi. c'est stupéfiant. Alors le problème de ce genre de vidéo, alors moi, le problème, c'est que moi, je finis une vidéo, je suis essoufflé. J'ai plus de souffle. Je suis parce qu'il y a plus de silence. Donc moi, j'aime les gens quand ils parlent et qu'il y a du silence. En plus, ça. Tes phrases, elles ont plus d'impact quand il y a un blanc juste derrière, tu vois. Enfin, je sais pas. Alors, c'est les jeunes. Les jeunes, ils aiment quand ça va vite. Moi j'ai discuté avec des jeunes, ils regardent les vidéos en x2, x3, hein, en vitesse x2, x3. Moi, j'arriverais pas à faire ça. Moi non plus. Puis je te dirais que ça m'intéresse pas du tout. Alors, on espère tous les deux que Monsieur Fall... Moi, je l'aimais bien. Hein. Alors, c'est un monsieur qui est assez clivant. Mais j'aime bien les gens qui ont un avis et puis qui le défendent en restant poli. Et lui, il a toujours fait ça. Et moi, j'aime beaucoup. Hein, donc,
Bon, Alors, il est trop fort, lui, il est trop fort, parce qu'il quitte le jeu de société et maintenant il intéresse tout le monde au vélo maintenant. Donc j'espère qu'il explorera d'autres domaines comme ça, parce que je serais curieux de le voir sur d'autres choses encore. très bien, très bien. Eh ben merci à toi Philcast, on arrive au bout de cette vidéo. Je ferai le montage. Ok. Donc là j'arrête là.